sais pas d'ailleurs si je dois remercier Laurent et Sylvie de m'avoir confié ce sujet, parce que quand je me suis retrouvée devant mon écran et mon clavier, je me suis dit, oh là là, par quel bout je vais prendre ça, de quoi je vais parler, est-ce que c'est tellement vaste, il faudrait plus que la journée pour en parler. Donc du coup, je me suis dit, je vais me concentrer sur les domaines où j'ai un petit peu de compétences, et je ne vais absolument pas aborder tout ce qui est physiopathologie, fonction des gènes, voilà, je ne vais pas aborder les tests fonctionnels, et du coup, par rapport aux questions qui ont été soulevées ce matin sur pourquoi les femmes, voilà, l'inactivation de l'X, comment ça se passe, ben non, je n'en parlerai pas, parce que vous avez compris que c'est un sujet complexe et que je n'aurai pas eu le temps d'en parler. Alors, comment ça passe avec ça, je pense ? Voilà. Alors on dit, je vais parler donc depuis 1994, hein, puisque 30 ans c'était 1994 si j'ai bien compté. On n'est quand même pas parti de rien parce qu'il s'était passé des choses avant, hein, donc je voudrais, surtout pour les plus jeunes qui sont dans la salle, rappeler quand même quelques notions qui ont été à la base de ces travaux sur les déficiences intellectuelles liées à l'X, puisque vous voyez que déjà dès 1938, Penrose avait observé qu'il y avait un biais de sex ratio dans la déficience intellectuelle avec un excès de garçons. Alors pour faire suite à la discussion de ce matin, est-ce qu'il y a d'autres gènes de l'X qu'on ne connaît pas ? Pourquoi alors on verra tout à l'heure s'il y a encore matière à trouver des gènes sur le chromosome X. Et puis je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre l'arbre généalogique de la famille Princeps de l'X fragile, publié par Martin Ebel en 1943, qui montrait de façon très évidente la liaison à l'X, mais ça n'a pas été la seule publication où on a montré des familles avec déficience intellectuelle liée à l'X. Alors vous ne voyez peut-être pas parce que c'est très petit, mais vous avez ici, alors je ne suis pas très gauchère, je vais changer de main, tiens. Est-ce que c'est ça Voilà, vous avez ici, pour ceux qui connaissent un petit peu, la famille Princeps du syndrome de Ranpenning, publié en 1962. Et je vous ai mis ici un des exemples d'articles sortis en 1980 par Diana Herbst sur un petit panel de familles avec une transmission liée à l'X. Alors, je ne vous ai pas mis tout ce qui a été publié, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Et en particulier, déjà à cette époque, il y avait le congrès sur X fragile et déficience. On disait retard mental à l'époque, hein, comme l'a dit Delphine ce matin. On disait retard mental lié à l'X. Et il y avait donc un colloque qui a commencé. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver quand ça a démarré, parce que c'était bien avant que je commence à m'intéresser à la génétique. Je n'ai pas retrouvé tous les proceedings de ces congrès, mais il y avait une petite trentaine de spécialistes avec des grands noms comme Turner, Gillian Turner, Partington, Jean-Pierre Frins déjà, qui se réunissaient tous les 2 ans dans un colloque sur X fragile et déficience intellectuelle liée à l'X. À cette époque-là, il y avait de la clinique, des arbres généalogiques, un petit peu de biochimie, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. En tout cas, il y a déjà eu beaucoup de publications à cette époque, et en particulier, donc Diana Herbst et puis Miller avaient donc fait des études de prévalence qui estimaient que la déficience intellectuelle liée à l'X c'était un garçon sur 1000. Bon. En dehors de ces études épidémiologiques, il y a quand même eu toute une époque de description clinique, hein, des maladies emblématiques que vous connaissez. Il y a eu aussi des développements cytogénétiques, avec notamment la description du premier site fragile, quelques identifications de gènes à partir du produit du gène. Hein, on remontait à partir du produit du gène vers le gène. Et puis, début des analyses de liaison. Probablement que dans l'Assemblée, il n'y en a pas ici qui ont connu cette époque des débuts de Southern Blot avec les RFLP et comment on l'a fait. Ah oui, mais tu n'as pas connu les travaux pratiques avec les piles de sopalin pour le transfert, hein? Si, vous avez connu ça. Voilà. Bon, enfin, c'était le début. Et donc, je ne sais pas si Benoît Arveller est là aujourd'hui. Voilà. Benoît, en 1988. Voilà, une étude de liaison dans 2 familles. Il était à Strasbourg à l'époque. Hein, alors vous reconnaissez ici les tableaux de lot score. Hein, et puis les haplotypes réduits. Alors plus simple expression, puisqu'avec les RFLP, c'était compliqué d'en faire beaucoup. Mais il y a déjà eu des choses qui ont été faites. Alors je reviens quand même un petit peu sur l'X fragile parce que du coup c'était avant 1994, donc je me dis ouf, comme ça je ne vais pas en parler parce que l'X fragile, il y aurait beaucoup de choses à dire et ça continue encore, hein, mais je ne suis pas compétente. Il y a des gens qui, outre l'équipe de Jean-Louis Mandel, il y a eu toute l'équipe de Randy Hagerman pour la clinique, enfin, il y a énormément de monde qui travaille là-dessus, donc je n'aurais pas à en parler, sauf quand même que je voudrais signaler que la fameuse triade de Martin Ebel, qui, soi-disant, représente les caractéristiques du syndrome de l'X fragile, quand on lit le papier, parce que j'ai réussi à le retrouver, quand on lit le papier, elle dit que l'examen morphologique était normal.
Voilà, donc la triade de Martin Bell, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, l'identification du site fragile, ben, on en a parlé déjà ce matin, hein, c'est Lupes qui l'a identifié. Hein. Et puis, je ne résiste pas non plus au fait de vous parler du fameux paradoxe de Stéphanie Sherman sur l'histoire des hommes transmetteurs sains, en sachant qu'elle n'a pas été non plus la seule à parler de ça, puisqu'on a déjà un papier de Karen Nielsen qui évoquait cette problématique des hommes transmetteurs et qui parlait aussi déjà de l'expression chez les femmes. Et pour conclure sur l'X fragile, avant d'arriver à 1994, pour dire aussi que la localisation du gène en 1977, ça avait valu une publication dans le New England, c'était Sutherland, on va dire je ne vais pas dire l'adversaire, je ne trouve pas mon mot, mais le concurrent de Jean-Louis Mandel. Hein. Et l'identification du gène par l'équipe de Jean-Louis Mandel avec la publication d'Isabelle Oberlé, eh ben c'était en 91, donc 77-91, vous faites le calcul. La génétique n'allait pas à la même vitesse que maintenant à l'époque du séquençage du génome. Alors j'en arrive à la période qui va nous intéresser. Et donc du coup, pourquoi dans le DU de dysmorphologie, pourquoi dans un colloque comme celui-ci, on va faire un topo spécifique sur l'X. Pourquoi s'intéresser à l'X? En fait, il y avait une raison déjà bêtement pratique, c'est que c'est plus facile de travailler sur l'X, parce que quand on a la chance d'avoir des grandes familles, l'analyse de ségrégation elle est plus facile que pour les pathologies autosomiques récessives. Hein, et en plus, il faut un lot de score supérieur à 2 seulement. Et puis, même chose pour certains remaniements chromosomiques, notamment les délétions. Chez un homme qui a donc une délétion hémizygote, c'est quand même plus facile de savoir ce qu'il y a comme gène dans la région. Donc ça, c'était une des raisons pratiques qui ont fait que le chromosomique, ça a été beaucoup plus étudié. Alors après, pourquoi à Tours? Pourquoi est-ce que moi, on me sollicite, obscure généticienne d'une région de la France profonde, là bon. Eh bien, tout simplement, Sylvie en a déjà parlé, c'est grâce ou à cause, je ne sais pas, du professeur Morène, qui a été le fondateur du service de génétique de Tours. Et quand je suis arrivée, moi, là, toute jeune chef de clinique, dans cette équipe, on était 2 au départ. Enfin, on a décidé qu'on allait faire de la recherche, on allait démarrer, et il s'est dit sur quel sujet? Eh bien, il s'est dit, tiens, pourquoi pas les déficiences intellectuelles liées à l'X non X fragile, puisque personne ne s'y intéressait en France. Et il m'a confié l'analyse de cette famille, qui voyait manifestement liée à l'X, et donc j'ai commencé à me pencher sur le dossier. J'ai regardé les patients, je les ai examinés, et aux surprises, j'ai vu que ce n'était pas du non spécifique, puisque ces patients avaient des malformations oculaires avec une cataracte congénitale, des anomalies dentaires, et donc du coup, j'ai trouvé que ces patients avaient un syndrome de Nance-Horan, et je vous en reparlerai un petit peu après. Néanmoins, ça a été le début, et donc M. Morène ayant lancé l'idée qu'on allait travailler là-dessus à Tours, comme il y avait un réseau de généticiens cliniciens assez étroit, il a pu récupérer, colliger des familles et des prélèvements. Alors, maintenant, je vais exposer un peu deux choses dans mon topo. C'est d'une part les stratégies qui ont été utilisées à cette époque pour identifier des gènes, et ensuite, dans une deuxième partie, l'impact que cette identification de gènes, qui a connu des hauts et des bas, a eu sur la nosologie, la description des syndromes, avec des phases de splitting, de lumping. Il y a eu beaucoup de variations dans la description de tous ces syndromes. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme méthode, on va dire, entre 1990 et le début des années 2000? On va dire que c'était encore un peu au siècle dernier, hein, dans les années 90. Eh bien, c'était le règne, je dis ça surtout pour les jeunes, qui n'ont peut-être jamais entendu ces termes-là, c'était l'époque de ce qu'on a appelé la génétique inverse, par le clonage positionnel, c'est-à-dire que là, au lieu d'aller du produit du gène vers le gène, on allait du gène vers le produit du gène. Donc l'idée, c'était d'abord de trouver le gène. Et comment on faisait? On essayait de le localiser sur les chromosomes, essentiellement par des analyses de liaison, donc qui ont été faites initialement avec du Southern blot, puis qui se sont bien améliorées ensuite avec les microsatellites. Mais ça restait quand même laborieux. Et donc avec cette technique, toutes les équipes confondues, on peut dire qu'il y a eu à peu près 43 gènes qui ont été identifiés. Alors les chiffres que je vous rapporte, là je me base essentiellement sur la base de données qui a été mise en place par l'équipe de Greenwood Genetic Center, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment dès 1991, ils ont commencé à publier les résultats de leur base de données avec ARENA et puis Loops. Et ils ont entretenu ça, et c'est toujours entretenu par Roger Stevenson
au Greenwood, bien qu'ils soient en retraite à ma connaissance. Alors on peut contester leurs chiffres, parce qu'il y a des gènes qui sont considérés comme donnant de l'ADI ou pas forcément. Peut-être que mes chiffres ne correspondent pas à ceux d'Amélie, mais voilà, ça donne un ordre de grandeur. Donc avec ces techniques d'analyse de liaison, dans cette décennie, à peu près 43 gènes d'identifiés. Donc je vous présente là aussi une analyse de liaison par Vincent Desportes, en 1997. Il était tout jeune, étudiant, je crois que c'était son DEA, je crois, à l'époque. Voilà. Et puis pour revenir à Tours, quand même, parce que je vais quand même parler pas mal de l'expérience de Tours. Première étude de liaison qu'on a publiée, c'était sur un syndrome. Alors, j'ai pas réussi à retrouver les archives parce que c'est une revue qui n'existe plus. Elle n'est pas numérisée. Moi, j'ai perdu le papier. Voilà. Et c'était donc Claude Houdaillé, que certains d'entre vous connaissent, qui a fait sa thèse d'exercice de pharmacie. Et on a donc publié une analyse de liaison sur une famille montpelliéraine de syndrome ATRX. Je n'ai pas retrouvé le papier. Mais il y en a eu d'autres publiés par l'équipe. Alors je vais les passer. Voilà. C'était des analyses de liaison. Et à l'époque, à chaque fois qu'il y avait une famille qui était publiée, qu'il y avait un intervalle de localisation, parce que ce n'était pas les gènes encore, c'était les intervalles de localisation, il y avait un numéro MRX, pour Mental Retardation Alleles, qui était attribué par un comité qui donnait des numéros MRX. Alors les numéros sont un petit peu restés, mais vous allez voir que maintenant, comme on identifie les gènes, les numéros finissent par disparaître progressivement. Donc voilà, ça je vous présente les résultats de quelques publications de Tours, en sachant que évidemment Tours n'a pas été la seule équipe à publier, c'est quand même sorti pas mal, il y a pas eu mal de localisations de gènes qui ont été sorties à cette époque. Et voilà, donc je vous ai mis ici les noms des différents membres de l'équipe qui ont été impliqués de près ou de loin dans ces analyses de liaison sur différentes familles que M. Morène recrutait au sein des collègues de généticiens de France. Et c'est à partir de cette époque qu'il s'est accoquiné avec d'autres collègues qui travaillaient là-dessus. Donc il y a eu Jamel Chelly qui est à Cochin, a commencé à travailler là-dessus. Et puis ils ont monté un consortium avec d'autres collègues européens, donc Ben Hamel et Hans van Bokoven à Nijmegen. Il y a eu donc Jean-Pierre Frins à Louvain, et puis après il y a eu Berlin avec Ilge Ropers, qui s'est aussi rapproché. Et vous voyez donc que ça c'est une publication aussi de Vincent Desportes qui résume un peu les intervalles de localisation de différentes familles de déficience intellectuelle et ALIX au sein de ce consortium. Alors c'est bien gentil de définir des intervalles de localisation, mais ça ne donnait pas les gènes quand même. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc je vais vous donner un peu l'exemple de ce qui s'est passé pour deux trucs. Donc je reviens au syndrome de Nance-Horan, la famille sur laquelle j'avais commencé à travailler. J'ai eu l'opportunité d'en recruter 3 autres. Et donc première analyse de liaison, on était tout contents parce que du coup on avait réussi à réduire l'intervalle de localisation. Il y avait déjà eu 3 publications là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce stade-là? Il fallait regarder s'il y avait des jeunes candidats dans la région. Voilà. Donc, on s'est dit, tiens, il y en a un ici qui est intéressant. Rail 2, manque de chance, c'était pas ça. Donc, on continue à colliger des familles. On restreint encore l'intervalle de localisation. On fait un intervalle critique avec les résultats d'une équipe, je ne sais plus où ils étaient, ceux-là, et on se dit, voilà, l'intervalle minimal critique, il est là, et donc du coup, le gène, il doit être là-dedans. Alors, sauf qu'à l'époque, le génome n'était pas séquencé, mais on commençait à avoir des données de séquences exprimées, de ST, etc. Mais pendant des années, mes 2 collaborateurs que je salue ici, je ne sais pas s'ils nous écoutent, Nathalie Ronce et Benoît Dosset, n'ont pas ménagé leurs efforts pendant à peu près une décennie pour essayer de trouver le gène en faisant du clonage de banques de ces DNA. Voilà, c'était hyper laborieux. Et puis on a fini par trouver un cadre de lecture, des exons, voilà. Et puis manque de chance, il y avait ici, là, une recombinaison, et on a raté l'exon 1 parce qu'il y avait le premier intron fait 350 kilobases, et donc on n'avait pas toute la séquence du gène. Et pendant qu'on bossait là-dessus, pendant que Nathalie et Benoît s'évertuaient à trouver toutes les séquences, toutes les caractéristiques du gène, il y a une équipe en Australie, à partir d'une famille. Ils nous ont coiffés au poteau et ils ont publié le gène du syndrome de Nance-Horan. C'est la science, c'est la vie. Voilà les ratages. Donc, un raté. Mais il y en a qui réussissent. Et je vous signale ici le travail d'un petit jeune qui venait d'arriver au sein de l'équipe de recherche,
qui, là aussi, je ne me souviens plus de tout l'historique, mais qui avait donc... ils avaient déterminé qu'il y avait un gène intéressant dans la région, qui était neuroligin-4, qui venait d'être publié par l'équipe de Thomas Bourgeron comme étant un gène d'autisme. Et donc Fred a travaillé en lien avec Sylvain Briot, qui était à Tours à l'époque, sur cette grande famille. Et du coup, ils ont trouvé, donc vous voyez les résultats ici, un variant pathogène dans le gène neuroligin-4, dans une famille où il y avait de la déficience intellectuelle. Ce qui permettait déjà de faire un petit peu la jonction entre TSA, TDI, en sachant qu'il y avait un mélange dans la famille de patients qui avaient l'un ou l'autre ou les deux. C'était déjà un petit peu l'amorce pour les rapprochements entre TDI et TSA. Voilà, donc lui, ça a marché. Il a fait une brillante publication dans l'American Journal of Human Genetics sur ses résultats. Donc ça, c'était les analyses de liaison. Pardon. Mais il y a eu aussi, donc, comme je vous l'ai dit, les analyses d'anomalies chromosomiques, les délétions, les inversions, les translocations, avec tentative de clonage de points de cassure. J'en reparlerai tout à l'heure, mais globalement, de par le monde, on va dire que ça a permis à peu près la découverte de 31 gènes. Et donc le premier, si je ne me suis pas trompée, parce que des fois ma mémoire est un petit peu défaillante, mais le premier gène de déficience intellectuelle lié à l'X non spécifique après l'X fragile qui a été publié, c'est par l'équipe de Jamel Kosheli, avec l'apport d'une famille de Tours, qui a donc permis d'identifier, grâce à la connaissance d'une translocation équilibrée X-autosome. Les translocations X-autosomes ont été pas mal explorées pour cloner des points de cassure. Alors, je ne vais pas vous détailler leurs résultats parce que ce serait trop long, puis ce n'est pas l'objectif. Et donc, du coup, dans une famille Tourangelle, ils ont trouvé donc, un variant pathogène dans l'oligophénine. Donc, c'était le premier gène de déficience intellectuelle non spécifique après l'X fragile, si on considère que l'X fragile n'est pas spécifique. Alors, il y a eu d'autres exemples comme ça d'anomalies chromosomiques qui ont permis d'identifier des gènes. Donc, de nouveau, alors je reviens en arrière, quand même, l'époque, c'était un nature pour identifier un gène, quand même. Voilà, maintenant, vous faites du séquençage de génome, vous avez un gène, vous ne pouvez même pas le publier s'il n'y a que ça. Donc, voilà. Là, c'était nature. Un autre exemple, nature génétique. Donc là, pareil, toujours l'équipe de Jamel avec une translocation X2. Alors, on voit bien ce qui était important, là, c'était la méthodologie, trouver un gène, parce que vous voyez, le nom du gène, il n'est même pas dans le titre de l'article, voilà, au passage. C'était un nature génétique. Et puis, bon, pour revenir à Tours, quand même, de nouveau, le petit jeune qui était en thèse avec Sylvain, là, je crois, je ne sais pas si Agnès a trempé dans l'affaire, dans celle-là aussi, ouais, voilà. Ouais. Voilà, il y a un autre exemple où je parlerai de toi, Agnès. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'était une entité qui avait été publiée aussi par l'équipe de Tours, le déficience intellectuelle liée à l'X avec déficit en hormones de croissance. Et donc, là aussi, à partir d'une translocation X-autosome, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Une inversion, pardon, c'était une inversion. Ouais, je ne vois pas très clair. Donc, juste pour dire quand même que aussi les clonages de points de cassure, quand même, c'était pas... bon, Frédéric et puis Agnès pourront vous en parler. Il m'a fallu utiliser des YAG, des BAC. C'était... Voilà, c'est pas simple. C'était pas le séquençage du génome. Mais voilà, identification du gène SOX3. Et puis un autre exemple encore, toujours Frédéric, mutation du gène PHF8. Là encore, c'était parti d'une histoire d'anomalie chromosomique et puis donc 2 familles, dont une de Nijmegen et une de Tours, qui avaient permis d'identifier ce gène. Alors, la décennie qui a suivi, c'est passé un petit peu à la vitesse supérieure. Pourquoi ? Parce que les technologies se sont améliorées. Il y a eu les analyses de puces d'expression, beaucoup d'analyses de remaniement génomique qui sont arrivées. Et puis, le rouleau à compresseur là, du Sanger Institute en disant il y a des gènes de l'X qui sont connus, donc on va tous les séquencer dans des cohortes de patients. Mais c'était du Sanger, c'était pas du séquençage d'exome ou de génome. Mais voilà, on n'avait pas d'hypothèse diagnostique et on séquence. Et avec ces méthodes, 21 gènes supplémentaires découverts.
Et donc, je vais vous montrer là encore un exemple où Tours a trempé un petit peu. PTCHD1, je ne peux pas ne pas parler de PTCHD1 si je parle de Tours, parce que voilà, c'est quand même un des sujets favoris de Frédéric. Donc, l'identification de PTCHD1 vient là aussi de la mise en évidence de remaniements génomiques avec des délétions, avec des points de cassure très variables, un intervalle critique. Et puis, Fred a été le premier à trouver des variants ponctuels dans le gène PTCHD1. Il a continué ses travaux là-dessus, c'est un de ses sujets favoris, donc il a publié récemment là-dessus, donc je vais pas, et ça continue, donc je ne vais pas m'arrêter davantage, mais voilà, à partir d'un remaniement génomique. Et puis, pareil, UPF3B, je me souviens plus d'où c'est. Ah oui, UPF3B, c'était parce qu'il y avait une connaissance déjà de certains patients qui avaient été décrits comme ayant des syndromes FG, qui avaient des variants dans UPF3B. Et donc là, pareil, il a séquencé toute une cohorte de patients du consortium, 300 et quelques, hein, c'est quelque chose comme ça, à peu près. Hein. Mais tout ça, c'était du sanguin à l'époque. Hein. Voilà, donc, petit résumé de ces deux périodes. Moi, j'ai pris ça dans un article de Loops qui résume bien l'ensemble des gènes trouvés par analyse de liaison ici. Ça, c'était à partir de réarrangements chromosomiques. Là, quelques petits trucs d'expression, et puis on avance, et ça continue à augmenter. Alors, pendant ces périodes-là, finalement, pourquoi c'était intéressant de travailler sur l'X? Parce qu'il y a eu beaucoup plus de progrès sur l'X que sur les autosomes, beaucoup plus de gènes. Et voilà donc les chiffres que donnaient les collègues de Greenwood, là, Charles Schwartz et puis Roger Stevenson. Moins de 400 gènes de DI sur les autosomes. Et vous voyez, si on compare en termes de taille de chromosomes, hein, les chromosomes du groupe C, qui sont à peu près, voilà, le nombre de gènes, vous voyez la différence, donc beaucoup plus de progrès pour l'X que pour les autosomes. Alors, la dernière décennie, même les dernières 14 ans, il y a l'arrivée du séquençage haut débit. Hein, donc, un certain nombre de gènes ont été trouvés, donc 15 en 2018, 21 nouveaux gènes entre 2017 et 2022. Donc voilà le diagramme qu'on peut retrouver sur le site de Greenwood, que moi j'utilise beaucoup, hein, avec leur base de données, de tout ce qu'ils peuvent répertorier. Ça, c'est les nouveaux gènes qu'il y a eu en 5 ans. Et là, du coup, maintenant, on est à une période où il y a beaucoup plus de progrès pour les autosomes que pour l'X. Donc je présente souvent ce petit schéma tiré d'une publication de Visser, là, qui montre bien que ça a voilà, les gènes de l'X. Hein. Ici, c'est les formes, je crois, dominantes, et puis ici, les formes récessives. Vous voyez que ça progresse beaucoup plus pour les formes récessives, et puis l'X, on a l'impression que ça stagne. Donc, est-ce que c'est parce qu'on les a tous trouvés, ou est-ce qu'il reste encore des choses par rapport à la discussion qu'on avait ce matin? Voilà. Et puis, même chose avec cet article de Maya qui va un petit peu plus loin, où on voit bien que maintenant, pour l'X, ça a l'air de stagner, il y a beaucoup moins d'identification de gènes. Et puis ce diagramme aussi qui est tiré de l'article de Bamsrad, je ne sais pas comment on prononce, qui montre bien l'apport des différentes stratégies. Donc à cette période-là, on était plus sur ce qu'ils appellent le Golden Age, je ne sais pas pourquoi, description des syndromes, le clonage positionnel, et puis maintenant le haut débit. Bon, je ne vais pas m'attarder davantage sur ces schémas. Donc l'apport du haut débit par rapport à tous les travaux antérieurs, ça nous a permis de solutionner des anciennes familles. Hein. Donc là, dans le cadre toujours du consortium LIALIX, il y a ce papier qui rapporte donc les résultats. Alors cette fois-ci, on n'était plus en séquençage Sanger, hein, on est passé en exome de l'X, avant que l'exome soit passé en diagnostic dans les hôpitaux. Ça a permis de sélectionner. J'ai mis quelques résultats de Tours, mais je ne les ai pas tous en tête. Hein. Voilà, MRX15 a pu être solutionné par un exome de l'X, puis il y a eu l'apport des panels dans les hôpitaux. Donc voilà quelques familles de Tours qui ont été solutionnées avec l'analyse des panels, des familles qui avaient des numéros MRX, donc qui maintenant sont solutionnées. Et puis, forcément, alors il n'y a pas que Tours, hein, là je vous donne des exemples de Tours, mais il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Évidemment, le séquençage au débit permet l'identification de nouveaux gènes, donc de nouvelles entités. Là aussi, je vous parle de ça parce qu'on a un peu trempé dans l'affaire. Donc, un papier de Susanna Frins à Maastricht qui a publié une jolie cohorte de patients avec donc des variants dans le gène alors RLIM, où il y a plusieurs noms. Alors, Susanna dit que c'est une entité reconnaissable. Bon,
ça mérite discussion parce que tous les grands syndromes reconnaissables, maintenant, ils sont connus depuis plusieurs décennies. Donc maintenant, quand on trouve un nouveau gène, c'est de la sémiologie très subtile. Elle n'est pas toujours reconnaissable et c'est un peu compliqué de dire que c'est... Voilà. Bon. Donc si on résume bien, alors ça, je me base toujours sur les données du Greenwood, hein, voilà où on en est à l'heure actuelle, du nombre de gènes. Alors là encore, il peut y avoir des discordances avec ce que pourrait nous dire Amélie. 162 gènes connus, potentiellement d'autres. Voilà. Et puis pour les formes autosomiques, ben, vous voyez que ça a bien progressé, mais ça vous donne des éléments de comparaison. Alors, dans ces DI Alix, on distingue deux catégories, les formes syndromiques, antérieurement appelées MRXS, et puis les formes, MRX, et puis les formes, MRXS syndromiques et non syndromiques MRX, en sachant qu'au tout début, dans le cadre de ces congrès qui avaient lieu tous les 2 ans, là, le groupe qui s'est étoffé avec le temps, il y avait une classification au début qui était beaucoup plus compliquée parce qu'il y avait les formes neuromusculaires, les formes avec malformation, les formes avec anomalie métabolique, puis c'est devenu ingérable, d'autant qu'il y avait beaucoup de chevauchements entre le neuromusculaire et le métabolique. Donc du coup, il a été décidé au bout d'un moment qu'il suffisait de faire du syndromique versus du non syndromique. Donc voilà, toujours tiré de la base de données du Greenwood, l'ensemble des gènes de forme syndromique. Alors ça, je suis remontée jusqu'en 2014, là, mais on peut remonter encore plus loin, juste pour comparer avec la dernière version, qui ne peut plus tenir sur une seule page, tellement il y en a. Voilà. Donc ça, c'est les gènes vraiment connus. Et il reste quand même quelques anciennes familles, publications, etc., soi-disant de forme syndromique, où le gène n'est pas connu. Alors vous voyez ici, syndrome de Gustafsson, Prieto, il y a eu d'autres noms, le Miles Carpenter, il y a eu tout un tas de syndromes comme ça, où c'était juste une famille et ça reste pour l'instant non solutionné. Mais bon, on voit que ça diminue, ces formes qui ne sont pas solutionnées. Voilà, le Prieto, il a disparu, on sait ce que c'est maintenant. Ça, c'est les formes non syndromiques, où vous avez les gènes, et puis les intervalles de localisation qui restent pour certaines familles. Donc là aussi, ça c'est 2014. Puis 2022, vous voyez, ça continue à s'éclaircir, c'est-à-dire qu'on solutionne un petit peu toutes ces familles MRX. Bon. Et donc, tiré de la dernière publication de Charles Schwartz et Roger Stevenson, c'est pour vous montrer la proportion de gènes de déficience intellectuelle qui sont non spécifiques, des formes syndromiques en jaune, et puis celles où ça peut être les deux, puisque finalement, il y a des situations où on peut avoir un continuum, et j'en reparlerai tout à l'heure dans ma discussion sur la nosologie. Donc voilà un petit résumé, je vais aller vite, sur la stratégie d'identification de ces gènes, les problématiques que ça a posées, et puis quelques résultats, mais voilà, j'aurais pu développer davantage. Alors maintenant, je vais plus m'intéresser à des aspects un peu plus cliniques et nosologiques en vous citant des exemples. Évidemment, en citant peut-être plus d'exemples de tours, même si on n'a pas été les plus productifs au niveau international, mais bon, voilà, autant se faire mousser un petit peu quand on peut. Et donc, du coup, je vais commencer par un joli travail que moi, je me plais à citer. On n'est pas dans les pathologies malformatives, hein, on est dans la myopathie de Duchenne, et donc ça, je parle aussi surtout pour les plus jeunes. Il est connu depuis longtemps que les enfants qui ont une myopathie de Duchenne ont des difficultés cognitives, et il y a eu un débat pendant très longtemps, est-ce qu'il y a de la déficience intellectuelle ou pas? Et il y avait déjà des neuropédiatres qui avaient dit oui. Une neuropédiatre de Tours, Catherine Billard, avait fait une publication pour montrer qu'il y avait effectivement chez certains patients une vraie déficience intellectuelle. Et ça, c'est un travail qui a été mené par Marie-Pierre Moisard dans le laboratoire de génétique moléculaire à Tours, qui est vraiment quelque chose, moi, je trouve très joli et qui fait date et qui est toujours cité. Elle a vraiment montré qu'il y avait des patients qui avaient une déficience réelle et que c'est largement corrélé à l'existence de variants qui sont situés dans la partie la plus distale du gène, qui implique la DP71, qui est une des isoformes du gène de la dystrophine, puisque le gène DMD a plusieurs isoformes, dont la DP71, qui est une isoforme spécifiquement cérébrale. Et elle a montré ça. Pardon, je suis allée trop vite, avec 2 études où elle a montré qu'il y avait vraiment des différences dans les différents tests. Il y a eu des bilans neuropsychologiques de fait, et elle a trouvé des variants ponctuels dans l'isoforme DP71 chez des patients sévèrement atteints de déficience intellectuelle. On n'en parle pas trop de ça, mais voilà, je tenais à le signaler parce que je trouve que c'est un joli travail et qui est régulièrement cité d'ailleurs dans la littérature.
Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la nosologie, le lumping, le splitting de différents syndromes, donc il y a des syndromes qui ont disparu. Je vous ai dit Prieto a disparu, le Miles Carpenter a disparu, etc. Le syndrome de Joubert-Marsidi a disparu. Ça avait été une publication clinique avec une publication entre autres de l'équipe de Marseille, et puis qui a été revisité pour dire que finalement le syndrome de Joubert-Marsidi, c'est une forme d'ATRX, donc une forme un peu atténuée, un peu mild, un peu moins caractéristique. Pareil, dans un autre registre, vous allez entendre parler d'ARX tout à l'heure. Le gène ARX est impliqué dans différentes entités, dont le syndrome X-LAG, qui donne une lysencéphalie avec des anomalies génitales et qui est de très mauvais pronostic. Voilà. Et donc, on a été les premiers, avec Dominique Bonneau, l'équipe de Rouen, à rapporter chez les femmes hétérozygotes des agénésies du corps calleux avec ou sans retard de développement et déficience intellectuelle. Ce n'était pas publié à l'époque. Voilà, donc, Delphine vous en reparlera tout à l'heure. Pendant toute cette période, il y a aussi beaucoup de descriptions cliniques, parce qu'il n'y a pas que les gènes, mais il y a eu énormément de descriptions cliniques par nous et par d'autres. Donc, pour ce qui nous concerne, on a fait l'analyse du syndrome de Simpson-Golabi-Bemel. On a essayé aussi de bien décrire les critères diagnostiques et puis par exemple de retoquer le gène GPC4 dans le Simpson-Golabi-Bemel. Il n'est pas du tout un gène de SGB. Voilà. Donc on a fait une jolie cohorte avec la plus grosse cohorte internationale à ce jour. Pour sortir un petit peu de tour, je voudrais aussi citer une belle étude clinique sur le gène PQBP1, qui était donc le fameux syndrome de Reimpening, publié en 1962, dont les critères cliniques sont petite taille, microcéphalie, hypogonadisme, microorchidie. Donc la question c'est, y a-t-il une dysmorphie ou pas? Voilà. Et est-ce qu'il y a des signes spécifiques autres que ça? Et donc je voudrais citer l'étude de David Germano, qui a travaillé avec Vincent Desportes, qui a décrit des signes extrêmement intéressants pour vous aider dans le diagnostic, que sont donc cet aspect d'atrophie musculaire du dos, on voit très bien ici, l'ankylose du pouce au niveau de la métacarpophalangienne. Donc si vous avez une suspicion diagnostique, essayez de faire écrire vos patients, parce qu'ils ne pourront pas plier le pouce, donc c'est une bonne façon de le voir. Écrire ou dessiner ou faire autre chose. Et puis la dysmorphie, il a décrit la dysmorphie, et moi je la trouve là, à l'inverse, extrêmement convaincante, la dysmorphie dans PQBP1. Voilà, donc une jolie étude. Alors, pour revenir à l'histoire de nosologie, plusieurs syndromes, plusieurs gènes, etc., je voudrais vous parler un petit peu de la saga du syndrome FG, qui a fait couler beaucoup d'encre. Le syndrome FG, donc, qui a été décrit initialement par John Opitz et Elisabeth Caveggia, donc on appelle aussi le syndrome d'Opitz-Caveggia, une première famille avec un aspect morphologique particulier que je ne vais pas décrire ici. Une deuxième famille décrite par Margaret Keller, qui ressemble vraiment beaucoup. Franchement, si on compare le phénotype, ils ont le même aspect de crâne un petit peu en tour, les mêmes aspects des oreilles. C'est vraiment la même pathologie. Le problème, c'est que dans ce syndrome, il y avait une macrocéphalie et une constipation, parce que certains patients ont des anomalies anales et des constipations opiniâtres. Et du coup, dans la littérature, il y a eu une espèce de délire autour des déficients intellectuels constipés à grosse tête, avec je ne sais combien de publications, toutes différentes, enfin voilà, un méli-mélo, et des tentatives d'établir des diagnostics. Donc Elisabeth Thompson a établi ses critères diagnostiques, John Opitz a établi ses critères diagnostiques. Sauf que quand on écoutait John Opitz à certains congrès, comme à Frascati, un des fameux congrès sur déficience intellectuelle liée à Lynx, il disait lui-même 50% de mes patients ont un syndrome FG. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme signe? Tout, dans tous les registres. Donc c'était extrêmement difficile d'avoir une idée de diagnostic pour ce syndrome. Et donc quand on reprend, donc j'avais fait faire un travail à Damien dans le cadre de sa thèse de médecine, il a repris toutes les photos des patients publiés, on voit très clairement qu'il y en a qui ne ressemblent pas, quoi. Voilà, ils ne se ressemblent pas. Et ce patient-là, par exemple, c'est celui qui a inspiré le film Rain Man, donc a priori, il n'y a pas syndrome FG. Bon, en revanche, c'est vrai que dans cette cohorte, dans ces publications, ceux-là, ils sont assez convaincants pour nous. Après, c'est facile à dire a posteriori.
Et donc, du coup, dans le service de génétique à l'époque, il y avait Sylvain Briot qui a commencé à s'intéresser à ce syndrome, qui a pu colliger un certain nombre de familles, dont la famille de Keller. Et puis, pareil, au niveau des généticiens français, quelques petites familles, des cas sporadiques, mais des cas diagnostiqués sur ces critères plus ou moins, j'allais dire foireux, c'est pas très élégant, mais enfin, voilà. Mais de toute bonne foi, hein, de la part des cliniciens. Bon, il y a des cliniciens qui se sont plantés, c'est évident, mais de toute bonne foi, en sachant que si vous voyez ce patient-là, clairement, pour moi, c'est pas un FG. Hein. Donc, il a galéré à essayer de trouver quelque chose. Il a quand même réussi à trouver un locus, là, quelque chose de vraiment qui tenait la route, qui est effectivement le premier locus du syndrome FG. Et du coup, avec une collaboration avec Charles Schwartz, ils ont pu. Alors, donc Charles Schwartz a trouvé le gène MET12 que vous connaissez tous, avec donc un variant récurrent qui est celui qui est principalement responsable du syndrome FG. Il y en a un autre variant pas très loin aussi qui donne un syndrome FG, mais voilà, ça c'est le gène du FG. Et Charles Schwartz, il est convaincu qu'il n'y a que MET12 qui donne le syndrome FG. Et je partage son avis, à tel point d'ailleurs que dans toutes ces cohortes de patients qui ont été publiées ou qui font partie de la fondation américaine du syndrome FG, eh ben, si vous regardez tous ces patients, là, c'était une publication avec John Graham qui a repris toute leur cohorte de patients soi-disant FG. Eh ben, devinez combien il y en avait qui avaient vraiment un FG avec une mutation de MET12 dans la cohorte. 1. Voilà. Et vous regardez les photos, enfin bon, moi en tant que clinicienne, je suis convaincue qu'il est vraiment FG celui-là. Et pareil, dans la cohorte que Sylvain Briot avait réunie, qu'on appelle la cohorte française de FG, mais qui venait pas que de France, il avait envoyé les ADN à Charles Schwartz. À ma connaissance, il y en a 2, mais j'ai peut-être pas tous les infos. Un patient qui était d'Alain Verlos, et puis, ouais, peut-être que je dis des bêtises. Enfin bon, je n'ai pas les détails, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Mais le patient-là, il a vraiment un syndrome FG. Et donc ça, c'est le travail qu'a fait Damien Hay. Il a repris, là encore, toute la clinique de tous les patients publiés pour voir ceux qui avaient publié avec des variants de MET12. Et on voit bien qu'il y a quand même un morphotype particulier avec ce visage très allongé, ce grand front, les petites oreilles mal formées. Et donc le syndrome FG, je dis ça pour les plus jeunes, hein, c'est pas juste un gène de DI à grosse tête constipée, c'est un contexte malformatif avec des cardiopathies congénitales, des anomalies anales, des agénèses du corps calleux et des anomalies des pouces, comme vous le voyez ici sur cette photo. Donc, pour ce qui concerne... J'ai encore un petit peu de... Oui, j'ai fini. Non, il faudrait finir. Ok. Je vais terminer sur le syndrome FG pour dire que donc, Sylvain avait déterminé un deuxième locus. Donc je ne sais pas ce qu'il est devenu parce qu'il était sur le bras court du chromosome X. Et puis, je voudrais quand même finir là-dessus parce que tu es impliqué. C'est le troisième locus du syndrome FG avec une inversion sur laquelle Agnès avait travaillé, je pense, hein, sur cette inversion où, du coup, étiqueté FG et finalement... le résultat, alors ça c'est l'équipe de Sylvain Briot qui a finalisé ça, c'était une inversion et au point de cassure de l'inversion, il y a une duplication et à un endroit où se trouve le gène de la filamine dont on sait que la filamine est impliquée dans ce qu'on appelle un POAC, c'est-à-dire une forme de trouble du tube digestif avec des constipations opiniâtres. Donc voilà comment, avec l'identification de tous ces gènes, on est arrivé à faire du regroupement, de la séparation et surtout à exclure un certain nombre de diagnostics de formes soi-disant spécifiques de déficience intellectuelle liée à l'X. J'avais encore une ou deux diapos sur les duplications, mais je vais m'arrêter là, juste pour dire quand même que c'est très compliqué pour les duplications segmentaires parce qu'elles ont été décrites quasiment pour tous les gènes de l'X sauf un, que l'interprétation en est compliquée parce que souvent les points de cassure ne sont pas récurrents, que Salima El Chiadé, elle a fait un magnifique travail sur MECP2 en sachant que les points de cassure ne sont pas récurrents, donc c'est quand même extrêmement difficile de définir une entité clinique, mais elle a très bien travaillé là-dessus. Et il y a une autre duplication où on a l'impression quand même qu'il y a un phénotype qui ressort, c'est une duplication qui implique FMR1, qui donne un peu un phénotype en miroir de l'X fragile. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'un vieux syndrome décrit dans les années 70 ou 80, qui s'appelle le syndrome de Vasquez, a été élucidé, puisqu'il y a cette duplication qui englobe FMR1, qui est impliquée dans le syndrome de Vasquez. Voilà, je vais m'arrêter, j'étais trop bavarde, de toute façon je le savais. C'est quand même très compliqué de sélectionner ce dont je devais parler sur 30 ans d'études. Voilà. Merci.
Bravo, tu nous as embarqués dans cette belle histoire qui est un peu l'histoire de la génétique en même temps. C'est...